Elle n'a même pas attendu le dessert. J'ai fini, dit-elle en pliant sa serviette comme s'il s'agissait d'un document juridique. Son ton avait toute la grâce d'une dirigeante d'entreprise annonçant des licenciements avant les vacances. Je veux divorcer. Ses sœurs ont immédiatement hoché la tête comme des choristes synchronisés. Sa mère m'a lancé ce sourire triste et condescendant qu'elle me réservait toujours, comme si j'étais un chien fatigué qu'elle regrettait d'avoir sauvé, et son père. Il a juste siroté son whisky comme s'il s'agissait d'une négociation de conseil d'administration qu'il avait déjà remportée. Même Grégory, son beau-frère, a haussé les épaules à moitié, évitant mes yeux, ce qui était intéressant étant donné qu'il me devait toujours 48 000 € d'un prêt que j'avais co-signé pour les aider à traverser une période difficile. Je suis resté là et j'ai regardé autour de la table les personnes avec qui j'avais passé 12 ans à faire semblant de bien m'entendre, des personnes qui ne m'avaient jamais vraiment voulu ici en premier lieu, qui me considéraient comme commode, stable et totalement oubliable. Sa plus jeune sœur avait une fois plaisanté en disant que j'étais pratiquement une déduction fiscale sous forme humaine. Ils ont ri, et ils riaient maintenant, sauf que cette fois, ils pensaient que je n'avais pas entendu la blague. J'ai posé ma fourchette, essuyé ma bouche, souri comme si on venait de me complimenter sur ma cravate. Je comprends parfaitement, dis-je calmement. Une petite ondulation de soulagement s'est répandue sur la table. L'un d'eux a même expiré à voix haute comme s'il s'était préparé à une scène. Sa mère a murmuré quelque chose sur le fait qu'il était préférable de faire cela civilement. Son père a hoché légèrement la tête, impressionné que je n'ai pas élevé la voix. Marlène, l'épouse bientôt ex, a affiché le petit sourire le plus suffisant que j'ai jamais vu, comme si elle venait de conclure un accord. Mais voici la partie qu'ils ignoraient. Cette maison où nous étions assis, celle au bord du lac dont ils se vantaient toujours pendant les vacances, elle n'était pas à elle. Elle n'était même plus à son père. Pas vraiment. Pas depuis le jour où il avait discrètement fait défaut sur le prêt que j'avais arrangé et garanti il y a 10 ans. Il n'en avait aucune idée. Il pensait que j'étais le calme, le prévisible, l'ennuyeux. Et pour être juste, j'avais passé plus d'une décennie à très bien jouer ce rôle. J'ai payé les factures à temps. Je me suis présenté au dîner d'anniversaire avec un sourire et une carte. J'ai tondu la pelouse quand le dos de son père le gênait. Je suis sorti commodément chaque printemps. Et j'ai écouté. J'ai écouté pendant qu'ils prenaient des décisions. Ils m'ont exclu des conversations. Ils m'ont traité comme un personnage secondaire dans leur sitcom familial. Mais il y a quelque chose que l'on apprend quand on est l'homme que personne ne regarde. On voit tout, alors j'ai continué à sourire. Ils ont parlé logistique. Elle pouvait garder la voiture. Elle voulait l'appartement. Elle supposait que je serais parti d'ici le week-end. J'ai hoché la tête. J'ai siroté mon eau. J'ai tout accepté. C'était magnifique. Vraiment, ils pensaient avoir gagné une guerre silencieuse dont je n'avais jamais admis l'existence. Mais je n'étais pas silencieux parce que j'étais faible. J'étais silencieux parce que j'étais occupé. Occupé à préparer, à observer, à calculer. J'ai rédigé ma première structure juridique 3 mois après notre 2e anniversaire, juste après avoir renfloué l'entreprise de son père sous le couvert de la loyauté familiale. C'était une clause nichée dans un accord de refinancement si terne, si ennuyeux que même leur comptable ne l'avait pas remarqué. Parce que qui remet en question la paperasse du mari silencieux? Et maintenant, 12 ans plus tard, elle est assise là devant toute son équipe de soutien, me disant que c'est fini comme si elle annonçait une promotion. C'est à ce moment-là que je l'ai ressenti. Pas de la colère, pas de la tristesse, de la liberté. Pas le genre cliché, le genre dangereux. Parce que je savais quelque chose qu'ils ignoraient. Ce n'était pas une rupture. C'était une sortie. Et quand on passe des années à être sous-estimé, il n'y a rien de plus doux que d'actionner l'interrupteur dont ils pensaient tous que vous ignoriez l'existence. Alors, oui, j'ai accepté. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai même pas demandé un autre verre. J'ai juste regardé ma montre. Il était presque 21 h, et à 21h30, mon avocat sortirait un dossier d'un coffre-fort. Un dossier scellé avec une clause dont aucun d'eux ne se souvenait. Une clause qui ne faisait pas que déplacer des actifs, elle déplaçait le pouvoir. Ils pensaient que c'était ma fin. C'était mon entrée. Oh, et si vous écoutez toujours, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement. C'est facile à manquer quand on est pris dans une bonne histoire, mais cela aide vraiment l'équipe à continuer à construire ces histoires avec le feu et la précision que vous aimez.
plus de 90% des auditeurs ne sont pas abonnés. Et honnêtement, ce soutien fait la différence. Merci d'être là. Maintenant, revenons Y. Parce qu'ils pensaient que j'allais simplement laisser tomber. Ils se sont trompés. Le gardien de la banque n'a même pas levé les yeux quand je suis entré. Il m'a juste fait passer comme si j'étais un autre homme en costume vérifiant des perles de grand-mère ou une bouteille de whisky cachée pour des raisons sentimentales. J'avais déjà fait ce voyage, mais je n'avais jamais ouvert le coffre. Je n'en avais jamais eu besoin jusqu'à présent. Coffre numéro 2247. De niveau intermédiaire. Assez petit pour être ignoré, assez important pour ne pas être perdu. J'ai signé la carte d'accès, j'ai fait un signe de tête à la femme derrière le comptoir, et je l'ai suivie dans la chambre forte. La porte s'est refermée derrière nous avec un sifflement qui m'a rappelé une chambre à pression ou un confessionnal. J'ai sorti le mince récipient en acier, l'ai posé sur la table et j'ai ouvert le loquet. À l'intérieur se trouvait un seul dossier rouge, le genre bon marché que l'on trouverait dans un placard de fourniture. Il semblait banal. Personne n'aurait deviné qu'il contenait la fin tranquille d'un empire bâti sur l'arrogance et les suppositions familiales. Je l'ai ouvert lentement. Il était là, toujours impeccable après toutes ces années. Le contrat, daté, notarié, scellé par les signatures de personnes qui avaient à peine lu au-delà de la 2e page. C'était le père de ma femme qui avait insisté pour gérer les formalités lui-même à l'époque. Nous n'avons pas besoin d'impliquer un avocat extérieur, avait-il dit, bombant le torse comme s'il me rendait service. Maintenant, c'est ta famille. Famille. Ce mot était leur marteau préféré. Ils l'utilisaient pour me culpabiliser afin d'obtenir des faveurs, des investissements, des sacrifices. Ils adoraient l'utiliser jusqu'à ce qu'ils oublient qui écrivait réellement les chèques. À l'époque, leur petite entreprise immobilière saignait. Son père avait fait trop de paris trop risqués en essayant d'impressionner des clients dans des clubs de campagne. C'était un projet de vanité construit sur des discours de patrimoine et des crédits empruntés. Lorsque la dernière banque s'est retirée, il est venu me voir, la main tendue, le visage rouge, humble, et je l'avais aidé. J'ai remboursé le prêt à remboursement unique de 420 000 €, je l'ai restructuré sous une nouvelle entité de détention que j'avais personnellement établie discrètement. En échange, il a cédé un intérêt d'exploitation dans la propriété principale de l'entreprise, un espace commercial polyvalent du centre-ville qu'ils appelaient fièrement le « bijou de famille ». La clause était enfouie sous un langage juridique comme une mine attendant le faux pas. Elle déclenchait un transfert d'actifs complet au bénéficiaire, moi, s'il faisait défaut sur un billet à ordre de performance lié, ce qu'il a fait il y a 8 ans, discrètement. Pas de grande annonce, pas de conséquences dramatiques. Juste un paiement trimestriel manqué, qu'il n'a même jamais mentionné. Il a probablement pensé que je ne l'avais pas remarqué ou que je n'agirais pas. Et je ne l'avais pas fait. Pas à ce moment-là, parce que je ne voulais pas le bâtiment. Je voulais le levier. Et maintenant, 12 ans après ce mariage devenu une performance artistique, il était temps de l'utiliser. J'ai tourné la page avec la clause. Article 8.3 c'est initiale manuscrite à côté. Les miennes. Les siennes. Témoigné par Alain, mon ami, et le seul avocat en qui j'ai jamais vraiment eu confiance. Un homme qui a rédigé ceci en sachant très bien comment fonctionnent les familles comme la sienne. Belle en surface. Pourri en dessous. Il m'avait même prévenu à l'époque. Tu vas vouloir une sortie. Autant être payé en partant. J'avais oublié à quel point il était direct. Il avait raison, bien sûr. J'étais assis à la table du coffre-fort, tenant le poids de 12 ans dans un seul document. Pas un cri, pas une menace, juste une logique froide et nette, une signature, des applaudissements, un règlement de compte. C'est drôle comme le pouvoir silencieux est ressenti. Pas comme gagner à la loterie ou obtenir une promotion. Pas d'applaudissements, pas de faste, juste le subtil changement de savoir que vous avez joué aux échecs sur un échiquier qu'ils pensaient être des dames. Ils n'ont jamais demandé les papiers en retour. Pas une seule fois, pas même lorsque l'entreprise s'est redressée. Pas même lorsqu'ils ont organisé une cérémonie d'inauguration devant le bâtiment avec une plaque sur laquelle on pouvait lire « Un héritage familial se poursuit ». J'ai pris une photo de cette plaque une fois, non pas par fierté. Assurance, un rappel de la profondeur de leur délire. Ils ont oublié que je possédais le sol sous leurs pieds. J'ai refermé le dossier, l'ai remis dans la boîte. Je n'avais pas besoin de l'emporter avec moi.
Alain avait déjà les copies numériques classées et horodatées. Mais tenir l'original, il y avait une sorte de poésie là-dedans. Comme trouver une vieille photo de quelqu'un qui vous a trahi avant qu'il n'en ait eu la chance. J'ai scellé la boîte et je me suis levé, faisant un signe de tête au commis en sortant. Pas de cérémonie, pas de discours, juste une marche tranquille dans la nuit alors qu'une tempête commençait à se former, une qu'il ne voyait pas venir, mais il le verrait très, très bientôt. Il y a 12 ans, je suis entré dans leur crise comme un homme montant sur un navire qui coule avec un seau dans une main et un bandeau sur les yeux. C'est du moins ce qu'ils pensaient. Ils appelaient ça une urgence familiale, mais ne nous voilons pas la face. C'était un incendie financier enveloppé dans des discours d'héritage et, croyez-moi, des poignées de main. Son père avait géré leur petite entreprise immobilière comme une maison de fraternité avec un compte courant, des propriétés surévaluées, des manipulations de loyers, des contrats de fournisseurs écrits sur des serviettes, le tout habillé de meubles en acajou et l'illusion de la sophistication. Et pourtant, il me regardait toujours de haut. J'étais l'étranger, le type des chiffres, le type qui portait des polos de marque bon marché et qui savait ce que signifiait l'amortissement sans avoir besoin de Google. Alors quand leur prêteur a rappelé la note et que les murs ont commencé à se fissurer, ils sont venus me voir, non par respect, mais par désespoir. Je me souviens de la réunion dans leur cuisine. Son père était assis avec un épais classeur qu'il n'avait visiblement pas ouvert depuis l'administration Bush. Sa mère faisait du café comme si c'était juste un autre brunch décontracté. Marlène se tenait derrière eux, les bras croisés, les yeux suppliants mais répétés. Nous avons juste besoin d'un prêt-relais à court terme, a dit son père comme s'il me demandait d'arroser les plantes. Ce n'était pas court, et ce n'était certainement pas petit. J'ai hoché la tête, faisant semblant d'être le gendre aux yeux doux qui voulait aider. Mais je faisais déjà les calculs dans ma tête. La dette était laide. Leur réputation était pire. Et leur bâtiment, le fleuron de la famille, était la seule chose de réelle valeur qui restait. J'ai donc proposé le prêt. Personnellement, pas de banque, pas d'intermédiaire, juste moi. J'ai rédigé l'accord avec Alain. Nous avons enterré la clause si profondément sous un jargon juridique qu'il faudrait une lampe de poche et un examen du barreau pour la trouver, mais elle était là. Article 11.5b. En cas de défaut de paiement au-delà de la période de grâce. Le contrôle opérationnel total et les droits de revenus associés reviennent à l'investisseur silencieux figurant à l'annexe C. L'annexe C était une seule page. Il y avait un nom, le mien. Ils l'ont tous signé. Son père n'a même pas sourcillé. Trop impatient de prendre le chèque. Marlène m'a embrassé cette nuit-là comme si je venais de sauver un bébé d'un bâtiment en feu. Sa mère m'a même porté un toast, m'appelant un véritable atout pour cette famille. La gratitude, ce rare et fugace mensonge que les gens se racontent lorsqu'ils n'ont plus d'option. Mais voici le problème, la gratitude a une durée de conservation. Le droit ne l'a pas 3 ans plus tard, l'entreprise s'est stabilisée. Les chèques de loyer ont recommencé à affluer. Ils ont repeint les bureaux, remplacé les tapis. Son père se vantait à qui voulait l'entendre qu'il avait tout remis sur les rails. Pas la moindre mention de moi, de l'argent, des clauses. C'était comme si je n'avais jamais existé dans cette équation. Je n'étais pas le sauveur. J'étais le pigeon. Du moins à leurs yeux. Ils continuaient à l'appeler l'entreprise familiale. Même si mon nom était caché sous le capot comme un interrupteur d'arrêt en attente d'être actionné. Et vous savez quoi? Je les ai laissés faire. Je les ai laissés reconstruire leur fierté sur mon silence. Je les ai laissés oublier parce que je n'avais pas besoin de leur gratitude. J'avais besoin de leur confiance. Leur supposition que le mari ennuyeux, le mari silencieux, le mari prévisible ne ferait jamais de vagues. C'était le véritable investissement, non pas dans l'entreprise, mais dans leurs angles morts. Les gens sous-estiment la constance. Ils confondent la patience avec la passivité. Ils pensent que l'homme qui remplit toujours la cafetière est incapable de mettre le feu à la cuisinière. Mais pendant tout ce temps, pendant qu'ils plaisantaient sur mon travail ennuyeux et mon salaire modeste, j'observais comment ils opéraient. J'observais comment ils célébraient sans moi, j'observais comment ils passaient à côté du fait que l'ensemble du bâtiment, celui qui générait leur flux de trésorerie, fonctionnait sous une clause silencieuse liée à un homme qu'ils reconnaissaient à peine. Ils pensaient qu'ils en étaient propriétaires. Ils pensaient que je leur avais accordé ce prêt parce que je les aimais. Non, je le leur ai accordé parce que j'aimais le levier. Et le levier, contrairement à l'amour, ne s'estompe pas. Il accumule des intérêts tranquillement,
constamment jusqu'à ce qu'un jour ils se lèvent et rappellent à tous qui tenaient réellement les cartes. Ils ont eu 12 ans pour lire les petits caractères. Ils ne l'ont jamais fait. J'ai passé l'appel depuis mon camion, pas le bureau, pas la maison, pas même la chambre d'hôtel que j'avais discrètement réservée cette nuit-là, juste au cas où les scènes émotionnelles dégénéreraient en assiettes cassées et en cris de « Comment as-tu pu ?» Ce qui, à ma surprise, n'est jamais arrivé. Ils étaient trop occupés à trinquer avec des verres de vin à ma maturité supposée et à comploter pour savoir à quelle vitesse ils pourraient me couper l'herbe sous le pied sans friction juridique. Alors j'ai conduit, me suis garé dans un coin sombre d'un parking vide derrière un centre commercial, moteur au ralenti, radio éteinte, juste le bourdonnement sourd de mes pensées et la douce lueur de l'écran de mon téléphone dans ma main. Alan a répondu au deuxième appel. « Salut », a-t-il dit, toujours calme. « Tu es assis ?» ai-je demandé. « Je suis au bureau. »« Alors oui, qu'est-ce qu'il y a ?» J'ai pris une inspiration, non pas par nervosité, juste pour marquer le moment. C'est l'heure. Il y a eu une longue pause. Je l'ai imaginé tournant légèrement sa chaise, posant son stylo, se frottant la tempe comme il le faisait toujours quand les enjeux étaient réels. « Tu es sûr ?» a-t-il dit. « Très. » Un autre battement. Puis un petit rire étouffé. Pas moqueur. Juste le son de quelqu'un qui voyait les pièces enfin s'emboîter. « D'accord, je vais sortir le dossier ce soir. » Tu veux être en copie de l'avis ou tu veux qu'il l'encaisse froidement ? Froidement. Compris. Il me faudra 2 heures. Nous n'avons pas parlé de sentiments. Ce n'est pas le genre d'Alan, mais il savait. Il savait ce que cela signifiait. Il savait depuis combien de temps j'avais porté cette pièce maîtresse sans la bouger. La plupart des gars ne se souviennent même pas de leur propre anniversaire. Je me souvenais de la date des griffes comme si elle était tatouée sur mes paupières. J'ai raccroché, laissé tomber le téléphone sur le siège passager, et j'ai juste regardé à travers le pare-brise pendant un moment. Un de ces moments où l'air semble plus lourd, pas mauvais, juste épais de gravité. Pas de culpabilité, pas de fierté, juste de la clarté. La clause de transition n'était pas flashy. Elle ne déclenchait pas de sirène ou de verrou sur la porte. Elle était subtile, presque ennuyeuse dans sa structure. Le contrat était écrit avec une précision chirurgicale. Une fois invoqué, le contrôle opérationnel et les flux de revenus associés du bâtiment me reviendraient dans un délai de 72 heures, sauf contestation, ce qui, compte tenu de l'absence de documentation à jour, était légalement impossible. Il initiait également un gel temporaire des paiements sortant des comptes commerciaux liés à l'entité d'exploitation. Procédure standard, prévenir la fraude, confirmer l'identité, rien de personnel, juste un processus. Alan était bon pour faire passer les grands mouvements pour de la paperasserie de routine, comme une bombe cachée dans un formulaire fiscal. À 23h43, j'ai reçu un court texte. Alan, avis rédigé. Soumis au greffier à minuit 1. Nous sommes en ligne. C'était tout. Pas de feu d'artifice, pas de confetti, juste une main froide tirant lentement le levier d'une mèche de 12 ans. À minuit 1 exactement, les documents ont été soumis électroniquement au bureau du greffier du comté, horodatés et scellés. À cette heure, des avis seraient générés pour la banque, la société de gestion et les comptes locataires qui payaient le loyer aux fiduciaires. Tous se réveilleraient avec des emails polis et déroutants concernant un changement d'autorité, un bénéficiaire mis à jour et une suspension temporaire de l'accès au système pendant la vérification. Langage d'entreprise pour vous n'êtes plus en charge. Ils ne le comprendraient pas tout de suite. Les gens comme ça ne le font jamais. Ils supposeraient que c'était une erreur administrative, un problème, un retard. Peut-être même que quelqu'un avait piraté le système. Mais plus ils creuseraient, plus cela deviendrait froid. Ce n'était pas une erreur. C'était une exécution. La clause avait attendu patiemment pendant plus d'une décennie. Comme un piège à ours en acier caché sous un paillasson. Je n'ai pas dormi cette nuit-là, non pas parce que j'étais agité, mais parce que je ne voulais pas manquer un seul instant. J'ai regardé l'horloge passer minuit. J'ai pensé au moment où son père ouvrirait cet email. Le moment où Marlène jetterait un coup d'œil à son téléphone et verrait son nom manquant dans les rapports mensuels. Le moment où leur avocat de famille s'assiérait là, feuilletant l'accord original, le visage pâle. Ils faisaient confiance à l'homme silencieux pour rester silencieux. Ils ont bâti leur confiance sur mon silence. Et maintenant mon silence était le marteau. 23h57, j'étais assis au bord d'un lit de motel,
regardant les secondes s'écouler de l'horloge en plastique bon marché boulonné au mur comme si je comptais les secondes avant un atterrissage lunaire. Dehors, le monde était immobile. Le parking en contrebas bourdonnait sous une lampe halogène mourante. Aucune voiture ne bougeait. Le scintillement occasionnel d'une télévision dans une autre pièce me rappelait que je n'étais pas le seul éveillé, mais j'étais peut-être le seul à attendre. Allan l'avait confirmé 2 fois. Document en attente. Serveur du greffier Pinger. Dépôt téléchargé sur le registre des entreprises de l'État sous des clés d'autorisation chiffrées. Tout est programmé pour une livraison automatique. Exactement minuit. Pas une seconde avant, pas une seconde après. C'était étrangement cérémoniel. Pas bruyant, pas explosif, juste définitif. À minuit et 43 secondes, j'ai reçu une capture d'écran d'Allan. Email de confirmation du bureau du greffier. Mon nom, date de prise de contrôle effective aujourd'hui, déposé en vertu de l'article 3 de la clause 11.5b de l'accord de détention de propriété, déclenché et vérifié. Un autre texte a suivi avec sa signature, Allan, bienvenue dans la propriété, dormez bien. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, je me suis levé et je suis allé à la petite kitchenette, je me suis versé le dernier demi-verre de whisky de marque de distributeur que j'avais apporté avec moi. Pas de toast, juste une longue gorgée lente. Je ne célébrais pas. Je reconnaissais. Parce que ce n'était pas une vengeance. Pas vraiment. C'était de la physique, des actions et des conséquences. Ils ont poussé. J'ai tiré. Et maintenant l'équilibre avait basculé. À minuit 7, le verrouillage bancaire a été initié. Protocole automatisé. Une douce pause. En fait, juste un maintien de conformité sur les transactions sortantes jusqu'à ce que les nouvelles informations d'identification du bénéficiaire soient vérifiées. Cela n'alarmerait personne immédiatement. Mais quand la paie rebondirait ou que les chèques de loyer heurteraient un mur, quelqu'un le remarquerait. Le portail de paiement signalerait toute connexion de quiconque figurant sur l'ancienne liste d'accès comme non autorisé. Le compte de l'entreprise gelé. Les contrats de fournisseurs automatiquement signalés. Le coffre-fort numérique qui abritait chaque bail, chaque facture de maintenance, chaque email de locataire verrouillé. Tout en attente d'approbation de l'autorité nouvellement reconnue. Moi. L'équipe de nuit du centre de support locataire ne réaliserait rien tant que quelqu'un n'essaierait pas d'émettre un ordre de travail. Alors il leur serait demandé de mettre à jour le routage d'approbation. Un seul nom répertorié, le mien, et il dormait encore. Marlène serait recroquevillée dans l'appartement que j'avais principalement payé, rêvant probablement de la façon dont elle allait raconter cette nouvelle histoire. Sa mère imaginant probablement des réservations de brunch et la prochaine photo de famille sans moi. Son père, l'homme qui me donnait des conseils forcés sur la façon dont les vrais hommes ne font pas de vagues. Il ronflait dans sa maison au bord du lac, ignorant béatement qu'au matin, son monde financier exigerait la signature de l'ex-mari ennuyeux de sa fille juste pour faire réparer la climatisation. C'était d'une beauté silencieuse. C'est ça le levier. Il s'annonce rarement. Il attend. Il se dote dedans dans l'obscurité. Et quand il mord, ce n'est pas de la rage. C'est de la structure, de la légalité, des maths. Toute la nuit, le système ferait son travail. Des emails seraient générés. Des documents seraient acheminés. Des codes de vérification s'aligneraient pour les boîtes de réception liées à des noms qui n'étaient plus au pouvoir. Ce n'était pas personnel. Pas sur le papier, mais cela semblait sacrément personnel. J'ai vérifié ma montre une dernière fois. Minuit 39, j'aurais pu en rester là. J'aurais pu éteindre la lampe et laisser le silence me porter au sommeil. Mais au lieu de cela, j'ai ouvert mon ordinateur portable, je me suis connecté au portail Bacan de la société de gestion immobilière, celle que sa famille avait embauchée il y a des années quand il pensait qu'il grandissait. Il n'avait jamais révoqué mes identifiants. Pourquoi l'aurait-il fait? J'étais juste le gars qui avait aidé au début. J'ai fait défiler la liste des locataires. Baux commerciaux, bureaux, journaux de maintenance, contrats de sécurité, tout le contrôle opérationnel me désignant comme autorité financière. Mon nom s'était déjà rempli automatiquement. Système déclenché. Rien de manuel. Juste le langage froid et net du protocole faisant ce pourquoi il était conçu. J'ai cliqué, je me suis assis et j'ai souri. Pas un sourire cruel, juste le sourire silencieux qui vient quand une longue partie se termine non pas par des applaudissements, mais par une confirmation.
Le but du jeu n'a jamais été de les blesser. Le but du jeu était de les leur rappeler. Ils pensaient que j'étais un remplaçant, un tremplin financier, un homme tranquille sans appétit pour le contrôle. Mais le contrôle n'a jamais été une question de crier. C'était une question de connaître la différence entre le bruit et le timing. Et mon timing venait de devenir effectif. 6h42, son père n'était pas matinal. Pas à moins qu'il n'y ait un tea time ou un entrepreneur qu'il voulait intimider avant le café. Mais le son strident de son téléphone l'a réveillé quand même, groggy, pieds nus, enveloppé dans un peignoir trop cher pour quelqu'un ayant 3 prêts immobiliers. Il a plissé les yeux devant l'écran. Une notification push de l'application de la banque. Accès suspendu. Vos identifiants de connexion ont été temporairement désactivés en raison d'un changement d'autorité de compte. Au début, il a supposé que c'était un problème. Peut-être que le Wi-Fi avait coupé. Peut-être que Léa, son assistante, avait encore changé quelque chose sans le lui dire. Elle avait la mauvaise habitude de réparer des choses qui n'étaient pas cassées. Il a réessayé. Entrer son mot de passe. Accès refusé. Encore, plus lentement cette fois. Vérifier les identifiants. Accès refusé. Puis le vrai drapeau rouge. L'option de réinitialiser son mot de passe était grisée. Son nom n'était même pas reconnu comme contact principal. Il s'est redressé, soudainement éveillé. Le peignoir semblait maintenant plus fin. L'air plus froid. Il a traîné les pieds jusqu'à la cuisine, le téléphone pressé contre son oreille. Léa a décroché à la 2e sonnerie. « Salut, c'est moi », a-t-il aboyé. « Tu peux te connecter au portail locataire ? Il y a un problème avec cette putain de banque. » Silence. Puis, « J'allais t'appeler. » Ce n'était jamais une bonne phrase. Pourquoi ? Je viens de recevoir 3 emails. Le paysagiste, l'équipe d'inspection des ascenseurs et le fournisseur de nettoyage demandent tous la confirmation des gels de contrat. L'un d'eux a dit que le paiement avait rebondi. Il a pincé l'arête de son nez. Paiement rebondi ? De quoi tu parles ? J'ai approuvé ça hier. Léa a hésité. Monsieur, votre nom n'apparaît plus comme autorisé. Le portail indique qu'une transition est en attente de vérification. Il y a un nouveau nom listé pour l'autorité d'exploitation. Il a figé. Quel nom ? Une autre pause. Puis elle l'a dit doucement, presque comme si elle n'y croyait pas elle-même. Evan Marcel. Moi. Le nom a résonné dans sa cuisine comme un coup de feu dans une église. Vérifier le registre des avis juridiques, a-t-il claqué. Il doit y avoir une erreur. Ça doit être une violation. Mais elle avait déjà une longueur d'avance. Il y a une lettre du greffier du comté horodatée hier soir. Minuit exactement. Un changement de contrôle opérationnel pour le fidéicommis de détention de propriété Marcel. Il est tombé sur une chaise. Non, a-t-il marmonné. Ce fidéicommis n'était que pour le financement. C'est passif. Il était dormant. Plus maintenant, a-t-elle répondu. Monsieur, il a activé la clause. C'est à ce moment-là qu'il a compris. Pas entièrement. Pas encore. Mais la forme de l'iceberg s'était révélée. Parce que le fidéicommis de détention de propriété Marcel n'était pas une formalité de poche. C'était le contrat, le squelette de papier qu'ils avaient enterré sous des suppositions, des dîners et des années à faire semblant que j'étais juste un gendre serviable. Et maintenant il était réveillé. Il n'a rien dit pendant quelques secondes, a juste regardé par la fenêtre, regardant les arroseurs se déclencher sur sa pelouse parfaite louée. Puis, comme si la gravité elle-même avait changé, il s'est levé et a bougé comme s'il avait un but. A enfilé un pantalon, a attrapé des clés, n'a même pas vérifié le miroir. Il ne se rasait pas pour cela. Il ne se préparait pas. Il réagissait parce que la seule chose qu'il avait toujours craint plus que de perdre de l'argent était de perdre le contrôle. Et à ce moment-là, il ne pouvait même pas approuver une facture de plomberie de 200 € sans ma signature. Il a ensuite appelé Marlène. Pas de réponse. Elle dormait probablement encore, ignorant béatement que le téléphone de son père se remplissait d'avis qui commençaient tous par la même ligne. Ce n'est pas un exercice. Les fournisseurs commenceraient à retirer leur contrat. Les locataires commenceraient à poser des questions. Le bâtiment autour duquel ils avaient construit leurs égos deviendrait, en milieu de matinée, une forteresse dans laquelle ils ne pourraient pas entrer. Tout cela légal.
Tout cela scellé. Tout cela mien. Il ne savait pas à quel point l'iceberg s'étendait. Pas encore. Mais il prenait déjà l'eau. Il n'a pas frappé. N'a pas sonné à la porte. N'a même pas fermé complètement la porte de la voiture. Le moteur ronronnait encore dans l'allée comme s'il savait qu'il ne resterait pas longtemps. Au moment où son père a défoncé la porte d'entrée de la maison de ville de Marlène, j'imagine que le son a résonné comme un coup de fusil dans son entrée parfaite digne de Pinterest. Tu as la moindre idée de ce qu'il vient de faire, a-t-il hurlé, brandissant son téléphone comme s'il s'agissait d'un mandat. Marlène, ma future ex-femme, celle qui avait déclaré en avoir fini avec tous à 12 heures plus tôt, était toujours dans un sweat à capuche trop grand, pieds nus, sirotant une tasse de café qu'elle n'avait probablement pas encore goûté. Elle a levé les yeux de son îlot de cuisine comme une adolescente surprise en train de sécher les cours. « De quoi parles-tu » a-t-elle dit en clignant des yeux. Il a marché droit vers elle, la main tremblante de rage ou de panique, probablement les deux, et lui a collé l'écran au visage. « Regarde ça » a-t-il claqué. Elle a pris le téléphone, les sourcils froncés alors que ses yeux parcouraient le document. Ses lèvres ont bougé, lisant silencieusement, puis encore, plus lentement. Bénéficiaire de l'autorité d'exploitation, Evan Marcel. C'est à ce moment-là que sa posture a changé. Elle a arrêté de cligner des yeux. Ses épaules se sont repliées comme si elle venait d'être giflée par l'air lui-même. Sa bouche s'est ouverte, puis refermée. Une légère hésitation d'incrédulité a traversé son visage. « Attends » a-t-elle murmuré. « C'est faux. Ça doit être faux. C'est du greffe du comté, Marlène, a grogné son père. Tu crois que j'ai tapé ça dans la voiture ? Elle a continué à fixer l'écran, faisant défiler le langage juridique aride comme si une virgule manquante pouvait tout inverser. Quand elle a atteint la page avec l'idée du dépôt fiduciaire, sa main a commencé à trembler. Je pensais que ce prêt était. Oui, moi aussi, l'a-t-il interrompu. Nous pensions tous les deux que ce prêt n'était qu'une faveur. Il s'avère que c'était une laisse et que nous sommes à court de mots. Elle a posé le téléphone comme s'il la brûlait. Non, non, ça n'a pas de sens. Evan ne ferait pas ça. Il n'est pas comme ça. Il a ri. Le genre de rire qui ne sonne pas amusé, juste creux. C'est ce que j'ai dit hier soir. Ils sont restés silencieux une seconde. Juste assez longtemps pour qu'elle sente le poids de chaque supposition s'effondrer autour d'elle. L'homme qu'elle avait rejeté avec suffisance 12 heures plus tôt, l'homme qu'elle avait décrit comme ennuyeux à sa sœur à portée de voix comme si j'étais une vieille lampe qu'elle était enfin en train de jeter, venait de verrouiller toute leur opération familiale sans élever la voix ni lever la main. Elle a repris le téléphone et a relu le nom. Mon nom. Sa voix s'est brisée, mais il n'a rien dit. Hier soir, il a juste souri. Il n'a même pas, parce qu'il n'en avait pas besoin. Son père a claqué. Il n'a pas eu besoin de crier. Marlène, il avait les papiers. Elle s'est retournée, vacillant légèrement comme quelqu'un debout sur un sol qui n'était soudainement plus là. Mais nous n'avons jamais mis à jour les documents. Nous n'avons jamais. Il ne les a même jamais réclamés. Exactement. La réalisation l'a frappée au milieu de sa phrase. Elle a agrippé le comptoir pour garder l'équilibre. C'est le moment précis où l'arrogance s'est transformée en panique. Quand la certitude bien fondée d'être en contrôle s'est brisée et s'est répandue sur le carrelage. Elle ne s'inquiétait pas encore de l'argent. Pas encore. Elle commençait tout juste à comprendre à quel point le trou était profond. Combien de temps j'avais tranquillement creusé pendant qu'elle riait de mes tableaux ennuyeux et levait les yeux au ciel à mes nuits tardives. Elle n'a pas pleuré. Pas encore. Mais sa main a tremblé quand elle a posé le téléphone à nouveau, les yeux vitreux, la bouche légèrement entr'ouverte. Pourquoi n'a-t-il rien dit, a-t-elle murmuré. Son père n'a pas répondu. Parce qu'il n'y avait plus rien à dire. Le piège s'était déjà refermé. Ils n'avaient juste pas réalisé que c'était eux qui l'avaient construit pour moi. Ils ont tenu la réunion dans le même salon où ils avaient autrefois porté un toast à mon anniversaire avec des flûtes en plastique et un gâteau sans gluten. Comme s'il s'agissait d'une sorte d'événement caritatif. La même pièce où la sœur de Marlène avait une fois plaisanté, j'ai été marié dans cette famille comme une imprimante dans un bureau. Utile jusqu'à ce que tu te bloques. Ils ont tous ri. Moi non. Maintenant personne ne riait. L'énergie dans la pièce était électrique de la pire des manières. Statique, tendue, cassante.
Son père faisait les 100 pas en cercle serré, transpirant à travers son polo de golf. Sa mère était assise rigidement sur le bord du canapé comme une sénatrice attendant une mise en examen. Grégory, le beau-frère, avait la tête penchée comme s'il écoutait un podcast que personne d'autre n'entendait. Même Léa, l'assistante, était là, appelée parce qu'elle connaissait le système. Et Marlène, elle était silencieuse. Les cheveux tirés en un chignon serré qui parvenait toujours à avoir l'air accidentel. Ses yeux ne quittaient pas la table basse où le document était posé. Mon document. Celui avec la signature de son père. Celui avec la mienne imprimée sous les clauses qui possédaient maintenant leur vie. Leur avocat est arrivé en retard. Un spécialiste de la succession de niveau intermédiaire qu'il connaissait depuis l'époque des ventes aux enchères scolaires, nommé Roland. Costume mince, mains nerveuses, haleine comme de vieilles amandes. Il n'était pas préparé à cela. Aucun d'eux ne l'était. Il s'est assis, a ouvert le dossier et a commencé à lire à voix haute. Article 11.5b. En cas de défaut de paiement au-delà du délai de grâce, tous les droits de contrôle opérationnel et les revenus associés reviendront à l'investisseur silencieux figurant à l'annexe C. Il a levé les yeux. L'annexe C mentionne Evan Marcel. Ils se sont tous tournés vers Marlène comme si elle allait dire non. Ce doit être un autre Evan Marcel. Nom commun. Mais elle n'a rien dit. Roland s'est raclé la gorge, a continué à lire. La clause était étanche. Non seulement je possédais les droits d'exploitation, mais toute tentative de contester la clause exigerait d'abord le remboursement intégral du prêt initial ajusté pour l'inflation et les intérêts, et pas seulement le capital. Chaque sou lié à l'entreprise par le biais du fidéicommis, 7 chiffres de manière conservatrice. Son père s'est penché en avant. Alors, quel est le plan? On le rembourse. Il libère le contrôle. Roland a hésité. Ce n'est pas dans le contrat. La libération est à sa discrétion. Légalement, il n'a pas à vendre. Il n'a pas à libérer. Vous l'avez transféré. Il l'a invoqué. C'est fait. Mais si on le poursuit? A lancé Grégory. Alors vous perdrez, a dit Roland sans embâche. Et vous paierez les frais de justice. Sa mère s'est levée soudainement, a marché jusqu'à la fenêtre, les bras croisés si étroitement sur sa poitrine. Il semblait fusionner. Il était de la famille. Il était censé nous aider. Roland a haussé un sourcil. Il l'a fait. Cela a fait taire tout le monde. Ils ont commencé à chercher des options. Peut-être refinancer. Peut-être me convaincre de renégocier. Peut-être trouver un acheteur et présenter une offre trop importante pour être ignorée. Puis Marlène a parlé pour la première fois ce matin-là. Il ne vendra pas, ils se sont tous tournés. Elle a de nouveau fixé la clause. Il n'a pas besoin d'argent. Il ne veut pas du bâtiment. Il veut que nous en soyons exclus. Sa voix était monocorde, pas en colère, juste creuse. Son père la regarda comme si elle venait de parler une langue étrangère. Ça n'a pas de sens. Pourquoi ferait-il ça? Parce que nous l'avons traité comme du papier peint pendant 12 ans. Silence. Marlène n'a pas pleuré. Elle n'a pas bronché. Juste tracé son doigt le long de la page comme si elle essayait de la réécrire avec sa seule peau. Roland a finalement refermé le dossier. Eh bien, a-t-il dit en se levant lentement. À moins que vous n'ayez 700 000 € de liquidité d'ici vendredi, ou à moins qu'il ne change miraculeusement d'avis, cette réunion est terminée. Ils sont restés assis quelques minutes de plus, espérant que le silence donnerait naissance à un miracle. Cela n'a pas été le cas. Il n'y avait pas d'échappatoire juridique, pas de technicité, pas de cousin au greffe qui pouvait faire disparaître cela. Ils avaient construit le bâtiment, décoré les bureaux, accroché les portraits de famille, mais ils n'avaient pas lu les papiers. Maintenant, je possédais le sol sous leur héritage, et le silence qui a suivi était le son de leur compréhension enfin qu'ils n'étaient que des locataires sur une terre qui ne voulait plus d'eux. Il pleuvait. Le genre de pluie douce et apologétique qui essaie de paraître cinématique, mais en réalité ne fait que tremper vos chaussettes et donne au monde une odeur d'asphalte mouillé et de regret. Je venais de m'asseoir avec un café, noir, sans sucre, sans crème. Quand j'ai entendu frapper, pas un coup violent, pas un martèlement désespéré, juste 3 coups doux. Je savais avant d'ouvrir la porte. Marlène se tenait là, les cheveux tirés trop soigneusement en arrière, le mascara juste assez maculé pour avoir l'air involontaire. Elle tenait un dossier manille bon marché,
déjà humide au coin, et portait le manteau que je lui avais acheté de Noël plus tôt. J'ai aussi reconnu le sac. Celui qu'elle prétendait être un peu trop. Quand je l'ai surprise avec, elle le portait maintenant comme une armure. Je pensais te trouver ici, dit-elle doucement, presque comme si nous étions de vieux amis se rencontrant dans des circonstances difficiles. Je n'ai rien dit, je me suis juste écarté et l'ai laissé entrer. L'endroit était modeste, calme, épuré. Une location à long terme que je gardais pour les jours de voyage, mais que j'utilisais en réalité quand j'avais besoin de distance. Elle a regardé autour d'elle comme si elle cherchait des signes de vie. Des photos. La veste d'une autre femme. Peut-être quelque chose à frapper. Mais l'endroit était stérile. Elle n'allait trouver aucun fantôme ici. Elle s'est assise, sans y être invitée, bien sûr. Je veux parler, a-t-elle dit. J'ai attendu. Elle s'est agitée sur la chaise, soudain consciente que ce n'allait pas être sa performance habituelle. Pas de foule, pas d'alliés, pas de famille, pas de murs familiers sur lesquels s'appuyer. Juste moi et le silence très réel entre nous. Je pensais, a-t-elle dit, que peut-être nous nous sommes précipités. Peut-être que ça n'a pas besoin d'être la fin. Ah, voilà, le début. Peut-être que nous avons laissé les choses aller trop loin, a-t-elle ajouté avec prudence. Toi et moi, nous avons construit beaucoup ensemble. J'ai souri. Pas chaleureusement. Pas cruellement non plus. Juste assez pour montrer que je l'avais blessé. Juste assez pour dire, tu penses toujours que c'est de toi qu'il s'agit. Il ne s'agit plus de nous, ai-je dit doucement. Elle a cligné des yeux comme si les mots ne comprenaient pas, comme si je venais de parler en code. Je sais que tu es blessé, a-t-elle dit, changeant de tactique. Mais nous pouvons arranger ça. Si tu pouvais juste annuler le dépôt, peut-être t'asseoir avec mon père. Non, a-t-elle fait une pause. Non, a-t-elle répété. Je me suis levé, je me suis dirigé vers la table d'appoint, j'ai pris une seule feuille de papier que j'avais imprimée 2 jours plus tôt, je l'ai apportée, je l'ai posée délicatement devant elle. Elle a baissé les yeux, a lu l'en-tête, offre de transfert, accord de rachat volontaire. En dessous, une seule ligne, prix de rachat, 0 €. Et en dessous, les conditions, rupture immédiate et permanente de tout contact personnel et professionnel. Ses yeux l'ont parcouru à nouveau, lentement cette fois, comme si quelque part dans l'espace entre les lettres, elle pouvait trouver un astérisque, une échappatoire, un clin d'œil, mais il n'y en avait pas. Elle m'a regardé. Pourquoi fais-tu ça? J'ai incliné la tête. Tu m'as demandé ce que je voulais il y a 12 ans. Tu n'as jamais écouté la réponse. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. De la même manière que les gens le font quand ils réalisent qu'ils sont montés sur scène, mais que le script qu'ils ont répété n'est pas celui qui est utilisé. Je te donne le bâtiment, ai-je dit doucement. Franc et quitte. Tu peux garder le nom, l'héritage, les murs, tout. Mais tu ne me reverras plus jamais. Tu ne me contacteras plus jamais. Tu ne prononceras plus jamais mon nom dans une pièce où je pourrais être. Tu ne m'utiliseras plus jamais comme un compte d'avertissement ou une plaisanterie. Silence. Je lui ai tendu un stylo. Elle ne l'a pas pris. Pas encore. Je ne pensais pas que tu me haïrais assez pour partir comme ça, a-t-elle murmuré. J'ai haussé les épaules. Je ne te hais pas, Marlène. Je te crois enfin. Elle m'a regardé comme si elle voulait pleurer, comme si elle voulait que je l'arrête, comme si une partie d'elle pensait que je craquerais. Que peut-être, juste peut-être, l'ancienne version de moi reviendrait en rampant si elle clignait des yeux assez lentement ou penchait la tête juste comme il faut. Au lieu de cela, j'ai marché vers la porte, je l'ai ouverte, j'ai attendu. Elle a pris le papier, ne l'a pas signé, ne l'a pas déchiré, l'a juste tenu comme un verdict auquel elle ne s'était pas préparée. Puis elle est sortie, le tenant toujours. Pas de mots, pas d'adieu, pas de victoire, juste le poids d'une dernière chance. Offerte, puis retirée. Et le dossier qu'elle avait apporté, elle l'a laissé sur la table, vide. L'océan ne se soucie pas des drames familiaux. Il continue d'arriver. Les vagues contre le rivage. Le même rythme chaque jour. Constant, délibéré, sans excuse. Je suis assis ici la plupart des matins avec une tasse de café trop fort, trop amer, et exactement comme je l'aime maintenant. Personne ne me dit le contraire. Le patio donne sur une petite crique le long de la côte de la Caroline,
un endroit que j'ai trouvé il y a des années lors d'une retraite de travail dont je n'ai jamais parlé à personne. C'était calme, sans prétention, et juste assez éloigné du réseau pour ne pas attirer la foule des maisons de vacances. J'ai payé en espèces. Techniquement, le virement provenait d'une LLC liée aux bénéfices résiduels du fidéicommis immobilier, ce qui est une façon sophistiquée de dire que l'argent venait du bâtiment, celui que sa famille appelait autrefois l'héritage. Je suis ici depuis 3 semaines. L'entreprise tourne toujours, efficacement même. J'ai transféré la gestion à une société d'exploitation tierce. Plus de famille, plus de népotisme, plus de Léa, même si j'ai entendu dire qu'elle avait trouvé un poste dans une entreprise rivale en quelques jours. Femme intelligente, juste qu'elle a soutenu la mauvaise équipe. Le roulement des locataires s'est stabilisé. Les encaissements de loyers ont repris. Les fournisseurs ont rétabli leur contrat une fois que la poussière est retombée et que les papiers ont clairement indiqué que l'ancien régime était parti définitivement. Pas d'appel, pas de miracle de dernière minute. Sa famille, la dernière fois que j'en ai entendu parler, ils ont vendu la maison du lac. La maison familiale a suivi. Annonce discrète, acheteur au comptant. L'un de ces groupes d'investissement immobilier à rotation rapide qui repeignent les mauvais souvenirs et appelle ça « prêt pour le marché ». Je n'ai pas jubilé. Je ne me suis pas montré. Je n'ai même pas passé devant en voiture. Cette partie de moi, celle qui avait besoin d'être vue. Il est mort la nuit où j'ai réalisé que le silence frappe plus fort quand on a déjà gagné. Marlène, elle n'a pas appelé. Pas qu'elle le puisse. Le numéro qu'elle avait n'existe plus. Et même si elle me retrouvait, l'accord de rachat est dans un dossier dans mon coffre-fort. Sa signature encore fraîche. Ses yeux à ce moment-là, vides. Non pas de tristesse, pas même de colère, juste de reconnaissance. Elle a vu l'homme qu'elle pensait terne, poli, gérable, et a réalisé qu'elle avait passé plus d'une décennie à sous-estimer la seule personne qui n'avait jamais eu besoin d'applaudissements pour gagner. La voix de son père flotte encore parfois dans ma tête. Non pas par culpabilité, juste par clarté. Ce matin-là, en défonçant sa maison, brandissant l'avis de dépôt, le visage plus rouge que le vin qu'il n'a jamais cessé de boire, il avait crié « Tu te rends compte de ce qu'il vient de faire ?» Cela a résonné dans leur couloir. Cela a brisé le déni. Cela a déclenché l'effondrement. Et à ce moment-là, quand Marlène a baissé les yeux sur mon nom en noir à côté des mots « bénéficiaire de l'autorité d'exploitation », elle a finalement compris que cela ne venait pas de se produire. Cela attendait parce que j'avais aussi réalisé quelque chose. Juste au moment où elle m'a regardé dans les yeux, par-dessus la table de leurs parents, et a dit « J'ai fini ». Ce n'était pas une déclaration. C'était la permission d'arrêter de tenir la ligne. D'arrêter de protéger des gens qui ne valorisaient que mon silence, de récupérer ce que j'avais construit, non pas pour eux, mais à cause d'eux. Maintenant, je suis seul. Pas de bruit, pas de panique, pas de performance. Juste moi. Un homme qu'ils ont rejeté. Un homme qu'ils ont essayé d'effacer du tableau. Un homme qui, quand tout le bruit est tombé, possédait toujours le cadre.